Skinner, gourou de la psychologie, s'est senti profondément frustré en observant le cours de mathématiques de sa fille en 4e année. L'enseignant pose les questions au tableau et toute la classe pratique à l'unisson. Mais si les devoirs sont bons ou mauvais, on ne le saura que le lendemain. Quel désastre! Il a complètement violé la loi d'airain de l'apprentissage issue des recherches de Skinner. En tant que personne qui sait le mieux apprendre aux souris à appuyer sur des leviers sur la planète, y faire face est bien inférieur à l'efficacité d'apprentissage des souris. Quelques jours plus tard, une machine à enseigner rudimentaire est née chez Skinner. Les élèves répondent aux questions sur la carte via la barre coulissante. Si la réponse est correcte, la machine donnera une récompense avec un bruit de clou et présentera la suivante. C'est l'incarnation de l'enseignant idéal aux yeux de Skinner. Il décompose les connaissances et utilise des récompenses opportunes pour façonner le comportement, afin que chaque élève puisse devenir un élève parfait à son rythme et sans douleur. Skinner croit fermement que cette machine déclenchera une révolution éducative et fera de l'apprentissage un processus facile qui peut être réalisé grâce au renforcement des récompenses. Il envisageait également avec ambition de créer une société parfaite. Il est issu du behaviorisme, un puissant empire qui a dominé la psychologie pendant près d'un demi-siècle, et les fondations de cet empire ont été posées par la salive d'un chien. Le physiologiste Pavlov a découvert que chaque fois que l'assistant d'alimentation s'approchait, le chien dans la cage commençait à saliver avant que la nourriture ne soit retirée. Il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une simple réaction physiologique et que les chiens avaient appris à associer le bruit des pas au dîner. Il a donc conçu l'expérience en faisant sonner une cloche, puis en la nourrissant à nouveau, jusqu'à ce que le son de la cloche seul puisse inciter le chien à saliver. Il s'agit d'un réflexe conditionné classique. Il a démontré que le comportement peut être façonné par une orchestration intelligente de circonstances extérieures. Plus tard, le joueur d'échecs behavioriste Watson a poussé ce point de vue à l'extrême. Il a exposé un bébé de 9 mois, Albert, à un rat blanc, puis a fait un grand bruit derrière lui. Après quelques fois, le bébé, qui n'avait pas peur du rat blanc, a pleuré de peur en le voyant. La peur s'est greffée avec succès comme la salive de Pavlov. Watson a annoncé au monde que même les émotions, une expérience apparemment interne, peuvent être manipulées par l'environnement externe. Depuis, l'empire du behaviorisme a surgi. Selon eux, l'esprit humain est une boîte noire qui n'a ni besoin ni ne peut être explorée, et la psychologie n'a besoin que d'étudier les entrées et sorties visées. Mais bientôt, quelque chose d'étrange s'est produit. Le psychologue Tolman a placé un groupe de rats dans un labyrinthe mais ne leur a donné aucune récompense alimentaire. Les rats erraient jour après jour dans le labyrinthe et, d'un point de vue comportemental, ils n'apprenaient rien. Mais lorsque Tolman a soudainement mis de la nourriture à la fin du labyrinthe le 11e jour, les souris ont trouvé la faim aussi vite que leurs compagnons qui recevaient des récompenses chaque jour. Ils ont déjà dessiné une carte cognitive dans leur esprit. L'apprentissage se fait déjà dans la boîte noire, sans récompense. Cette fissure dans l'apprentissage latent indique qu'une révolution se prépare pour ouvrir la boîte noire et prouver l'esprit. C'est le linguiste Chomsky qui a lancé l'appel à la révolution. Il a seulement pointé du doigt le livre de Skinner, Language Behavior. Il croit que les enfants peuvent créer des phrases inentendues, qui ne peuvent être expliquées par le renforcement de l'imitation. Le cerveau humain ne peut pas être une page vierge pouvant être peinte par l'environnement. Il a dû venir avec l'apparence d'apprendre une langue. De plus, les recherches du penseur Piaget ont été à nouveau fouillées. Il a découvert qu'un bébé penserait que le jouet caché avait complètement disparu. Un enfant plus âgé croira obstinément qu'il doit y avoir plus d'eau dans la tasse haute et fine que dans la tasse courte et grosse. Il s'est rendu compte que la pensée des gens connaîtrait des sauts qualitatifs à différents âges. Du mouvement sensoriel des nourrissons au raisonnement abstrait des adolescents, l'apprentissage n'est pas une accumulation linéaire de connaissances. Il s'agit plutôt d'une réorganisation révolutionnaire du cadre de pensée. En conséquence, la psychologie s'est finalement déplacée du comportement externe vers l'esprit intérieur. Le cerveau est réinventé comme un ordinateur qui traite l'information. L'apprentissage et l'encodage, le stockage et la récupération d'informations. John Anderson a même construit l'architecture cognitive ACTR. Sur cette base, un système d'enseignement intelligent appelé Cognitive Tutor a été développé. Il ne se contente pas de donner de simples commentaires bons ou mauvais comme la machine de Skinner. Au contraire, il peut discerner où les élèves sont bloqués dans leur processus de réflexion lorsqu'ils résolvent des problèmes d'algèbre et fournir des conseils précis. Son effet pédagogique est également meilleur que celui d'une salle de classe traditionnelle. Il l'a prouvé avec du code et des données. Quand nous comprenons vraiment comment fonctionne l'esprit, nous pouvons créer des miracles d'apprentissage bien plus subtils que l'expérience du pigeon. Cependant, à mesure que les scientifiques approfondissent leurs recherches sur le matériel cérébral, ils ont découvert que le fonctionnement de l'esprit peut être bien plus complexe que celui des ordinateurs. C'est aussi plus chaotique. Inspiré par la science des réseaux neuronaux, la montée de la pensée connexionniste.
Il pense. La pensée s'apparente davantage à un ajustement dynamique de la force de connexion de milliards de neurones. N'est pas stocké dans un fichier spécifique. Il s'agit plutôt du poids des connexions dispersées entre d'innombrables nœuds. Apprendre ne consiste pas à télécharger des règles, mais sous le lavage de l'expérience. Ajuster continuellement la force de ces connexions. Cette cognition est un calcul logique, ou le débat sur la reconnaissance des formes. Pas de réponse pour l'instant. Mais juste au moment où presque tout le monde se concentrait sur l'intérieur du crâne, l'anthropologue Huchin a tourné son attention vers l'océan. Il est monté à bord d'un navire de la marine américaine. Allez voir les navigateurs positionner le navire géant dans les eaux brumeuses. Il a trouvé. Aucun génie ne peut accomplir cette tâche seul. Une navigation précise repose sur un système cognitif vaste et sophistiqué. Une personne est chargée de mesurer l'orientation. Une personne est chargée de consulter les cartes. Une personne est responsable du fonctionnement de l'instrument. Ils fonctionnent ensemble avec des mots de passe et des processus spécifiques. Les boussoles, les graphiques et les règles à calcul sont plus que de simples outils. Ils font partie intégrante de ce système cognitif. C'est le prolongement de la pensée. L'intelligence du navire se répartit tout au long de l'interaction entre les outils de l'équipe et l'environnement. Cette découverte a donné naissance à la théorie de la cognition distribuée, renversant complètement le bon sens selon lequel les pensées ne se produisent que dans le cerveau. Peut être stocké dans un cahier. Nos calculs peuvent être externalisés sur ordinateur. Nos décisions peuvent s'appuyer sur des discussions d'équipe. Les pensées se sont déjà échappées et se sont étendues à nos corps. Outils et même les relations sociales. Cela conduit à une conclusion profonde. Si le véritable apprentissage et la véritable réflexion se produisent toujours dans des situations spécifiques, ils s'appuient fortement sur la collaboration et les outils. Donc notre sorte d'étudiant retiré du monde réel. Asseyez-vous côte à côte. Le cours d'écoute seul prend-il la mauvaise direction dès le début? En repensant à ce voyage centenaire, notre compréhension de l'apprentissage lui-même est un grand apprentissage. Cela part d'un objet façonné passivement dans une boîte Skinner, à un penseur qui dessine activement une carte dans son esprit. Il devient enfin un participant qui co-construit du sens avec tout dans le monde. Nous pensions autrefois qu'il y avait un penseur solitaire à l'intérieur du crâne. Mais la science révèle finalement. Nous sommes les cyborgs. Et le corps. Un hybride d'outils et d'autres personnes. Nous sommes doués pour confier la cognition aux symboles, outils et autres. Investissez ensuite la matière grise économisée dans des problèmes d'ordre supérieur. Ce n'est pas seulement une question de méthode. C'est plus une question de design. Ce n'est jamais le talent qui change le destin. Il s'agit de la façon dont vous... De vraies différences. Il ne s'agit jamais de savoir si vous êtes sorti du labyrinthe ou non. Mais si vous le construisez mieux et réalisez des progrès durables à long terme.